Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Céline Dassonville. Bonjour Céline. Bonjour, ravie d'être avec vous. Et donc aujourd'hui, on va parler de développement durable. On avait eu le plaisir de recevoir Sylvie Bénard il y a quelques semaines autour de l'environnement, la stratégie d'environnement du groupe LVMH qu'elle a accompagné pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, on va continuer à parler de développement durable, mais plus d'un point de vue stratégique, d'un point de vue communication. Voilà. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, vous êtes toujours aussi incroyable. La semaine dernière, vous étiez plus de 300 inscrits pour écouter Paul Feuglet, qui est le fondateur d'Anteas, l'ancien directeur de l'innovation du groupe Casino, qui était DRH chez Bayard, et qui nous a parlé d'engager les managers. Voilà, comment est-ce que les managers qui sont entre le marteau et l'enclume, hein, le terrain, les contraintes du terrain et la volonté transformatrice des directions générales qui ont besoin des managers de proximité comme le relais indispensable de l'exécution des programmes de transformation. Voilà, le rôle du manager change. Il était un manager process pendant les 15 ou 20 dernières années, responsable de la bonne exécution des processus métiers. Aujourd'hui, on va en faire un change maker. Comment est-ce qu'on accompagne cette transition? Voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée avec la masterclass de Paul. Alors, qui sommes-nous? Les masterclass sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, on est un éditeur de logiciels français, on travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays et Incentive est une plateforme, une application mobile des managers pour coacher leurs équipes. Les managers bénéficient de supports interactifs, d'accompagnement de leurs équipes pour en faire des meilleurs coachs. On a le plaisir de travailler dans des univers aussi variés que la banque, le retail, les télécoms ou l'industrie. Voilà, la page de publicité est terminée et on a le plaisir de t'accueillir, Céline. Est-ce que Jules, tu peux nous faire le portrait de Céline Dassonville? Euh, Oui, alors vous effectuez un master en marketing et communication à la Montpellier Business School, ainsi qu'un master in business administration à la prestigieuse université de Westminster, puis vous démarrez votre carrière en tant que consultante chez KPMG. De 2001 à 2008, vous évoluez respectivement en tant que senior marketing manager chez America Online, puis en tant que directeur de marque chez JWT. Et enfin, vous rejoignez Hémisphère Droit, une société de conseil en créativité. Votre détermination vous conduit à l'agence de communication TBWA France, où vous prenez la direction du développement commercial jusqu'à devenir directrice générale à Paris en 2014. Vous accompagnez des entreprises comme Accenture, Google, BNP Paribas, Dassault Systèmes, EDF ou la Croix-Rouge dans leur stratégie de communication. Vous êtes ainsi sur le front des transformations du développement durable et du positionnement des grandes marques sur le sujet, et vous êtes approché par une grande marque de luxe pour y prendre la direction de la responsabilité sociale et environnementale. Vous y menez un audit de redéfinition de la stratégie RSE, une nouvelle approche de valorisation de l'impact des actions, ainsi qu'une nouvelle gestion du risque. Vous initiez une démarche de sourcing responsable pour l'ensemble des départements et vous êtes également en charge de la contribution à la stratégie RSE pour le groupe Richemont. Et en 2018, vous fondez le groupe EtiWork en vous concentrant entièrement à cette mission de transformation avec un objectif précis. Donc, optimiser les empreintes sociales, culturelles et environnementales tout au long des chaînes de valeur, promouvoir la traçabilité et la transparence, créer de nouveaux avenirs durables. Vos clients sont des grandes entreprises dans le luxe ou la mode. Et en 2021, vous réalisez une formation à Cambridge sur les modèles d'entreprises durables et circulaires. Et en 2022, vous devenez responsable des conférences sur l'impact et la RSE pour le prestigieux Master in Business Administration d'HEC. Vous nous faites l'honneur d'accueillir de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Quel parcours, Céline, quel parcours! Et ta perspective est unique finalement parce que tu as vu dans tous les secteurs, dans toutes les industries, ces enjeux RSE progressivement devenir une priorité stratégique des directions générales. Et tu les as accompagnés. Alors, tu es cofondatrice également de la Fédération de la mode circulaire.
pour promouvoir les enjeux de durabilité des produits, de durée de vie, de réutilisation, de seconde main. On aura l'occasion d'en parler. Quand est-ce que, au cours de ta carrière, tu as senti que les enjeux de développement durable devenaient une priorité pour les directions générales? À quel moment est-ce que la bascule s'est faite, notamment dans l'univers du luxe? Alors, je dirais que ce qui a réveillé mon intérêt pour le sujet du développement durable, ça a été tout d'abord en agence de communication. On avait la chance d'accompagner des directions dans leur stratégie de communication globale, dans ce qu'on appelle la contribution environnementale et sociale. Et assez vite, j'ai été mise sur des dossiers qui traitaient de ces sujets et que j'ai trouvé passionnant. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est intéressant d'être l'acteur de la communication de ces enjeux et de ces transformations, mais c'est aussi important d'agir à mettre en œuvre et à définir cette transformation. À ce moment-là, on est en 2017 et on commence à voir émerger les sujets d'impact. Puisqu'il y a eu une évolution, on va dire, dans ce qu'est la RSE en entreprise. Elle a été à un moment, on va dire, une fonction périphérique qui gérait essentiellement le risque environnemental et social. Et au fur et à mesure de l'éveil des prises de conscience, elle est devenue stratégique et cœur business. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elle touche la plupart des directions générales des entreprises. Quand est-ce que cette transformation s'est effectuée? Je dirais que le premier éveil que j'ai vu, qui a vraiment sensibilisé, on va dire, tout secteur et dirigeants, ça a été lors de la publication du deuxième rapport du GIEC. Et ça a été aussi, il faut bien se l'avouer, le fait qu'on ait vécu physiquement ce sujet de l'urgence à agir et de l'urgence à préserver la planète, avec le réchauffement climatique qui nous affecte tous, et puis le Covid aussi qui a permis de se poser la question de la biodiversité. Donc aujourd'hui, je dirais que j'ai pas nécessairement que des publics convaincus, ou alors mais j'ai des publics qui sont à l'écoute de ce sujet pour différentes raisons, parce que ça devient une contrainte réglementaire, parce que ça peut déterminer la compétitivité de demain, et puis parce que en tant que citoyen, on a tous vu notre appétence pour ces sujets évoluer. Et si on regarde aujourd'hui, je sais pas, on allume sa radio, je pense qu'il n'y a pas un média qui ne nous parle pas de ces sujets. Alors c'est intéressant, ça, cette évolution finalement au début, c'est né comme une gestion du risque environnemental, donc des questions de communication d'image. Après, tu nous dis, il y a eu le côté réglementaire qui s'est imposé. Ensuite, on voit dans les entreprises un vrai engagement, et puis maintenant des transformations de business model qui préfigure finalement la croissance de demain. C'est une évolution progressive, mais finalement très concentrée, parce qu'on parle de 5 années, c'est tout récent finalement. Oui, tout à fait. Alors, comme je disais, cette évolution, elle a plusieurs drivers. Elle a des drivers sociétaux, c'est des attentes qui sont plus présentes un petit peu chez les millennials, mais pas que. Elle a des drivers qui sont des drivers réglementaires aussi. C'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, on est dans un cadre sur lequel l'impératif de devoir reporter sur ce qu'on appelle, c'est un peu des gros mots, mais c'est ça, les externalités environnementales et sociales, c'est devenu obligatoire. Et puis, je dirais que on peut partir dans des dérives anxiogènes, mais qu'on commence aussi à voir quels sont les leviers qui nous permettent d'optimiser justement ces empreintes et de trouver des business models qui vont être moins intensifs dans l'utilisation de la ressource finie, plus respectueux dans la durée de vie du produit, et puis inclure aussi une nouvelle façon de gérer le produit au travers de son cycle de vie et au travers de sa genèse, de ce qu'il est en tant que déchet et ce qu'il peut redevenir en tant que matière. Donc je dirais qu'on a à la fois des drivers réglementaires, mais on a aussi des drivers parce qu'il y a l'émergence de nouveaux business models. Et puis, on a aussi une certaine maturité sur l'innovation qui nous permet de faire autrement et de faire différemment. Puis, on a un consommateur qui a envie de consommer mieux aussi, donc pas à n'importe quel coût, puisque le sujet d'intégrer la transition environnementale et sociale dans ces business models de production est quelque chose qui peut générer des économies, mais qui génère au moment où on prend
en main la volonté de faire cette transition, un investissement en temps homme et peut-être des changements structurels dans ces chaînes de sous-traitance. Alors, je ne résiste pas au plaisir de te poser la question que tout le monde se pose. Le luxe, c'est le règne du superflu. C'est ce dont on n'a pas vraiment besoin. Comment est-ce qu'on réconcilie cette essence même de l'industrie avec des objectifs de développement durable et de réduction des gaz à effet de serre? Moi, c'est une question que je trouve fascinante parce qu'à la fois, on peut penser que luxe et développement durable sont un oxymore, puisqu'on se dit ça ne sert les besoins que de peu, c'est réservé à une élite, donc ce n'est pas inclusif. Et en même temps, le secteur du luxe peut beaucoup pour la transformation de tous les secteurs et il peut beaucoup aussi sur la transformation des imaginaires. Alors, ce qu'il faut déjà prendre en considération, c'est que le luxe fait rêver tout le monde et il ne fait pas rêver que les gens qui le consomment. Et donc, sur l'équation de l'importance de créer des futurs désirables et d'apprendre à consommer mieux, le luxe, de par sa puissance médiatique, symbolique, de par les égéries qu'il utilise, a une puissance très, très forte dans l'accompagnement de la bascule vers une consommation responsable. Par ailleurs, le luxe, s'il est sur des enjeux structurels très importants, parce qu'on n'y pense pas souvent, mais le luxe, ça dépend soit de la nature et des ressources finies qui sont souvent rares, ou ça dépend de l'agriculture. Quand on regarde le secteur de la maroquinerie, quand on regarde le secteur de l'habillement, on est sur des sous-jacents agricoles. Donc, ça va toucher des secteurs qui vont être l'extraction des métaux précieux, qui vont être des sujets agricoles et en fait qui nous concernent tous. Et aujourd'hui, le luxe s'est un petit peu mis en impératif d'avoir des best practices sur ce sujet du respect des empreintes environnementales et sociales. Et c'est aussi un secteur qui a des marges quand même assez confortables aujourd'hui. Et pour effectuer la transition, pour innover, il faut des secteurs qui puissent amorcer en fait de nouveaux business models. Et en ça, ce que je trouve extrêmement enthousiasmant, c'est que ces 5 dernières années, les grands groupes de luxe se sont vraiment emparés de ce sujet de comment résoudre cet oxymore entre et rendre ce sujet signifiant. Et donc, ils travaillent à innover, et ils travaillent à innover pas que pour leur secteur, mais pour permettre aussi aux autres secteurs de s'approprier une innovation qui coûterait peut-être trop cher à d'autres secteurs pour la développer. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que le luxe avait bien souvent la culture du secret, c'est-à-dire qu'on était dans la confidentialité des modèles de production. Aujourd'hui, on est dans une réglementation qui impose à la fois un devoir de vigilance et donc un devoir de traçabilité de la matière. On passe de la responsabilité élargie du producteur. Et donc, ce qui se passe dans les mines, quand on parle par exemple d'objets de joaillerie ou d'horlogerie, ça commence à la mine, la genèse de beaucoup des produits et des matières utilisées, bah, ça devient le cœur de préoccupation de ces marques de luxe. Et quand le secteur du luxe s'y intéresse, eh ben, c'est la possibilité peut-être de venir résoudre aujourd'hui des problèmes liés à des secteurs d'activité qui sont extrêmement polluants euh, et d'y apporter des solutions. Alors on voit que ça transforme également les business models. J'ai fait la liste rapidement de quelques marques et des sites de seconde main que les marques se sont réappropriés parce que finalement elles voyaient tout ça passer sur Vinted ou sur d'autres plateformes de seconde main. Alors Aigle, Second Souffle, Couples, Second Love, Petit Bateau, Changer de main, Balenciaga, Resell et la liste continue. Toutes les marques finalement se réapproprient la relation avec leurs clients à travers alors, ce qu'ils appellent vintage parfois pour certaines marques ou seconde main. Est-ce que c'est une tendance de fond? Est-ce que ça représente un vrai champ de transformation de business model ou est-ce que c'est un événement de communication de surface? Pareil, c'est un sujet complexe
et la réponse n'est pas simple. Et c'est souvent le cas quand on parle de développement durable, de transformation, c'est que c'est jamais binaire et c'est ça qui rend aussi le sujet intéressant. On peut effectuer des choix. Donc, quand on parle de la manière d'optimiser ses empreintes, l'adoption de la circularité au cœur des business models est un des éléments qui permet cette transformation. Donc, prolonger la durée de vie d'un produit va avoir un impact positif, puisque si on prolonge la durée de vie d'un produit, sa vie est moins éphémère et puis on va avoir peut-être besoin de moins de nouveaux produits. Là où ma réponse sera limitée, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, dans la consommation, par exemple, du vêtement, l'achat sur des plateformes de seconde main ne vient pas forcément en substitution à l'achat du produit neuf. Et donc, en ça, c'est pas parce qu'un business model est basé sur de la circularité et qui propose de la seconde main qu'il est par essence euh, très significatif dans la manière dont il impacte les enjeux de durabilité environnementale et sociale. Par ailleurs, si on regarde le secteur du luxe, le secteur du luxe conçoit dans la grande majorité des produits qui sont là pour durer. Parce que les matières premières sont des matières premières plus qualitatives, parce que le design va être iconique. Et finalement, le secteur de la seconde main pour le luxe est une opportunité de croissance, puisqu'on voit que notamment dans le secteur de l'horlogerie et de la joaillerie, certains produits ont plutôt tendance à s'apprécier à l'échelle du temps. Donc, on va dire que les motivations qui font que les plateformes de seconde main se développent ne sont pas que pour des raisons qui sont l'optimisation des empreintes environnementales et sociales. Elles sont pensées dans des perspectives aussi business, de cross-selling. Et donc, il faut être vigilant sur la manière dont elle les positionne comme étant la solution à des problèmes d'empreinte environnementale et sociale du secteur en général. Mais elles y contribuent fortement. Et en tout cas, le fait qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de pudeur peut-être et qu'il y ait même une forme de fierté à consommer de la seconde main est quelque chose qui, à l'échelle, a un impact extrêmement positif. Si je fais un pas de côté, par exemple, et je vais sur des business models qui ne sont pas les business models du luxe, on voit un acteur comme Back Market. Bon, Back Market a lancé son business model sur le réemploi des ordinateurs et des appareils électroniques. On voit qu'il y a une place pour ce réemploi. Et ce qui est important de se dire, c'est que consommer un produit qui n'est pas un produit vierge a dans tous les cas un impact très très fort sur ce qu'on appelle la ressource rare et limitée, qui nous permet d'avoir des business models soutenables à l'échelle de notre planète, parce qu'on n'en a qu'une. Donc, je dirais oui, la seconde main est extrêmement intéressante. Elle ne l'est pas que pour des raisons d'empreinte environnementale, elle l'est pour des raisons business, et que c'est important de s'y intéresser, mais c'est important de ne pas la considérer comme étant la seule solution. Oui, on dirait finalement que les marques essayent de se réapproprier cette relation avec le consommateur pour finalement maintenir une cohérence d'expérience. On voit aussi beaucoup de grandes maisons qui essayent de rapatrier les licences de parfums qu'elles avaient confiées à d'autres entreprises. On a l'impression que les marques essayent voilà, de maintenir le consommateur dans une expérience cohérente de bout en bout, y compris pour la seconde main. Alors, il y a d'autres business models qui émergent. Il y avait Pascal Mussard qui avait développé pour Hermès Petit H, dont le concept était de créer des objets avec des morceaux de cuir ou de tissu qui étaient pas utilisés, qui étaient des chutes finalement de ce qui était des gros morceaux qui étaient utilisés pour faire des sacs ou des vêtements. Est-ce qu'il y a d'autres business models qui, à travers cet engouement pour le développement durable, sont en train d'apparaître au-delà de la seconde main? Oui, alors peut-être je reviens dans la seconde main, on va dire quand on s'intéresse au cadre spécifique de la seconde main sur le secteur du luxe, l'authentification
est clé en fait dans toutes les plateformes puisque il y a une valeur intangible justement qui est donnée à la marque. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le business model des marketplaces, il avait été laissé à des tiers de confiance et qu'aujourd'hui, de plus en plus, les marques en tant que telles rapatrient la gestion de la seconde main. On l'a vu avec Rolex, par exemple, on le voit au fur et à mesure se développer chez des marques aussi comme Cartier. Il y a Eristoria qui s'est créé au sein du groupe LVMH, qui valorise justement cette seconde main d'origine, qui offre des nouveaux services de réparation. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a des nouveaux business models qui commencent à se développer? Oui, donc il y a le sujet de la location. Donc, il est complexe parce que la réglementation aujourd'hui ne facilite pas hein, la mise en œuvre d'un business model de la location, que plus on est sur une pierre d'exception, enfin plus on va être sur des produits d'exception, plus le sujet de l'assurance va être très sensible. Mais on commence à le voir se développer ce business model, comme par exemple avec un acteur qui est basé à la caserne, qui est Studio Paillettes, hein, qui fait de la location de vêtements de grandes marques. Et puis, on voit aussi de plus en plus la réparation se développer. Donc, si là, pareil, je fais un pas de côté, donc je reviens un petit peu à mon rôle au sein de la Fédération de la mode circulaire, à la manière dont, en France, le sujet de la réparation est pris en main sur le vêtement. On a des organismes comme Refashion, donc éco-organismes qui collectent la taxe sur le vêtement, qui aujourd'hui ont lancé un grand programme de subvention pour inciter à la réparation à la fois du vêtement ou des produits de la chaussure. Et c'est vrai que plus on va prolonger la durée de vie du produit, plus on va s'inscrire dans une forme de sobriété et de frugalité sur la consommation de la ressource vierge. On voit aussi des business models qui se développent. Alors, on parle de l'upcycling ou du downcycling. Donc, dans l'upcycling, on voit aussi beaucoup de marques de luxe ou des nouvelles marques qui émergent en utilisant des produits iconiques et en leur créant un nouveau design pour leur donner une seconde vie. Donc sur le business model du 501, on voit qu'il y a pas mal de marques qui émergent et qui détournent le 501. On voit par exemple des collections dans des grandes marques de luxe qui prennent des collections anciennes, qui vont repimper à l'aune de l'actualité. Et puis, on a aussi de plus en plus ce sujet des stocks dormants. Donc, c'est-à-dire que les grandes marques de luxe avaient parfois des stocks dormants, donc stocks qui ne peuvent pas être détruits, stocks qui peuvent avoir une seconde vie. Donc, on va avoir des nona-sources. Là encore, c'est dans le groupe LVMH, mais il y avait Uptrade aussi qui s'est positionné sur le secteur, ou Adapta, qui vont donner accès en fait aux chutes ou aux produits non utilisés des grandes maisons pour permettre à ce que cette matière elle puisse avoir une nouvelle vie, peut-être pour des plus petites marques donc ont moins de besoins, ou même chez des grandes marques, l'utilisation de l'upcycling se fait de manière de plus en plus courante pour réduire les empreintes. Et effectivement, Petit H avait été précurseur. Ce qui est intéressant quand on regarde l'histoire de Petit H, c'est que ça n'a pas été marketé comme étant une solution qui était une solution RSE. Ça a été marketé comme une marque avec une nouvelle forme de créativité qu'utilisaient les chutes de cuir peut-être d'Hermès, mais ce n'était pas la raison première pour laquelle ça a connu son succès. Donc on peut faire finalement du développement durable sans le dire, et c'est probablement ça le plus bel exemple d'engagement, c'est que ça soit vraiment intégré dans dans l'ADN de la réflexion stratégique de la marque. Tu as beaucoup travaillé, et c'est le titre d'ailleurs de cette masterclass, sur l'amont, hein, sur l'amont et sur les fournisseurs.
Quelles leçons tu tires de ton expérience chez Cartier sur la gestion des fournisseurs, l'homologation, la certification, comment est-ce qu'on contrôle une chaîne? Alors, si on prend l'exemple des pierres, par exemple, enfin voilà, comment est-ce qu'une marque fait des progrès sur ce sujet de l'intégration verticale de sa stratégie de développement durable? Alors, je dirais qu'entre 2017, moment où j'ai rejoint Cartier et maintenant, il y a eu une accélération et une transformation fondamentale dans la prise de conscience de l'importance de gérer ce qu'on appelle sa supply chain. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à objectiver et à mesurer le risque environnemental et le risque social. Et que la mesure de cette empreinte carbone sur le scope 3 et des risques sociaux a permis en fait de prendre conscience que la plupart des impacts des marques de luxe, mais c'est vrai aussi pour d'autres business, elles sont dans ce qu'on appelle le scope 3 et dans la chaîne de sous-traitance. Donc, à partir du moment où on a balayé devant sa porte et qu'on a déjà des pratiques exemplaires dans tout ce qu'on maîtrise en interne comme outil de production ou comme outil de communication ou comme véhicule de distribution, le sujet, c'est de s'attaquer à la gestion de la chaîne de sous-traitance. Donc, en 2017, on regardait éventuellement le rang 1, peut-être le rang 2, mais on n'allait pas dans la granularité. Aujourd'hui, le fait que beaucoup de maisons de luxe ou de grandes boîtes du CAC 40 se soient inscrits dans les trajectoires SBTI, de la gestion de l'empreinte environnementale en accord avec les accords de Paris, ça veut dire que le scope 3 est devenu primordial. Et en fait, on ne peut mesurer que ce qu'on se connaît. Donc, ça veut dire que ce que font aujourd'hui les boîtes du CAC 40 et les acteurs du luxe, c'est qu'elles détricotent leur chaîne de sous-traitance pour avoir ce qu'on s'appelle la traçabilité et être en mesure de reporter sur cette empreinte carbone, cette empreinte sur la biodiversité et de l'objectiver et de la piloter. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que ça change aussi la relation avec le sous-traitant. C'est-à-dire, le sous-traitant n'est plus que sous-traitant, il est co-auteur de l'optimisation de l'empreinte environnementale et sociale. Et avec la réglementation, qui est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la REP, la responsabilité élargie du producteur, c'est devenu aussi un devoir. Et ça donne tout un champ des possibles dans le copilotage de la chaîne de sous-traitance avec ses sous-traitants. Et je dirais peut-être un point de vigilance à avoir, c'est que quand on est une marque de luxe, on a des marges qui permettent d'avoir des équipes compétentes, qui permettent d'aller chercher les meilleures solutions. Quand on est un sous-traitant, on n'a pas forcément le même niveau de marge, on n'a pas forcément la même disponibilité et les mêmes compétences dans la production de ces chaînes de sous-traitance. Et ce qui est aujourd'hui important, c'est vraiment d'accompagner sa chaîne de sous-traitance dans cette transformation et de ne pas agir avec des dictats, mais d'agir avec pédagogie, accompagnement et en donnant les moyens justement d'optimiser ces empreintes environnementales et sociales. Comment est-ce que tu vois les grands enjeux? Alors maintenant, voilà, on va jusqu'au jusqu'au scope 3. Il y a plus de transparence. Il y a des business models qui évoluent. Quels sont, de ton point de vue, qui est une perspective assez large, les grands enjeux pour 2024 pour les entreprises du luxe et pas forcément que les entreprises du luxe? Quels sont voilà, les grands enjeux des directions générales aujourd'hui pour accélérer cette transition? Alors, je dirais le premier enjeu, c'est de prendre conscience que ce sujet de la RSE n'est pas déjà le sujet d'un département, il est core business à la trajectoire de l'entreprise. Et c'est avant tout un sujet COMEX, direction générale, avec l'appui d'un département RSE. Mais ce qui est indispensable à l'heure actuelle, c'est de passer d'une gestion cerise sur le gâteau de la RSE à une gestion core business de la RSE. Donc, ça implique que ça soit pensé dans toutes les étapes de la production et dans tous les départements.
Donc, on est aujourd'hui sur une transformation pour permettre à l'ensemble des acteurs de l'entreprise et à la chaîne de sous-traitance de s'approprier ce sujet dans la gestion globale. C'est un sujet qui présente de nombreuses opportunités et de nombreux risques à ne pas le prendre en compte. Le sujet, en fait, du risque environnemental, du risque géopolitique, du risque de non-respect des droits humains est un sujet qui peut être extrêmement préjudiciable à la soutenabilité d'un business model, et c'est essentiel dans le luxe. C'est-à-dire qu'une marque qui a un tel intangible parce que c'est une marque de luxe, ne peut pas se permettre des scandales dans sa chaîne de sous-traitance. Mais on l'a vu aussi chez Apple, ce n'est pas possible. Et on a aujourd'hui un consommateur qui est un consommateur qu'on a envie d'acheter un produit plus durable, plus responsable. Après, la grande difficulté, c'est de comprendre ce qu'on dit. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, ah ben, moi c'est durable, moi c'est éthique. Et en fait, ces sujets, ils regroupent des vérités qui ne sont pas les mêmes et ils sont aujourd'hui pas ou peu objectivés. Donc peut-être un secteur sur lequel c'est intéressant de voir comment ça va impacter le secteur, c'est que le secteur de la mode est contraint à l'étiquetage environnemental. Et donc là, on va avoir, comme on a dans l'alimentaire, une note sur de A à F sur le produit qu'on consomme, une note qui évalue la performance environnementale d'un produit avec une note de A à F sur le produit. Après, le gros sujet, c'est en fait, comme on est quand même dans des disciplines naissantes, c'est comment est-ce qu'on objective ce calcul? Qu'est-ce qu'on prend en considération? Est-ce qu'on discrimine des matières qui viennent de la ressource agricole? Est-ce qu'on favorise ou pas indirectement des matières qui sont des dérivés de la pétrochimie? Est-ce qu'on prend en considération ce qu'on appelle la durabilité émotionnelle du produit, c'est-à-dire la capacité à le garder, à le transmettre, à devenir iconique? Et puis, comment est-ce qu'on prend aussi en compte ce qu'on appelle la durabilité technique du produit? C'est-à-dire qu'un produit enfin, il n'y a pas la même durabilité d'un t-shirt selon comment il a été fabriqué et avec quels matériaux. Donc tout ça, moi je trouve que c'est un débat passionnant, mais ce qu'on voit, c'est que ça va devenir aussi quelque chose que si on ne prend pas en compte dès maintenant, qui va peut-être discriminer en accès aussi, si on regarde les achats publics, le sujet de la prise en compte de la dimension responsabilité environnementale et sociale n'était pas forcément obligatoire. On voit que là, de plus en plus, ça devient un facteur déterminant dans le choix et l'accès au marché public. Donc, on arrive aujourd'hui moi je dirais, à un devoir à ce que ça soit intégré dans la stratégie globale de l'entreprise. Et puis peut-être juste pour parler au niveau européen, donc il y a c'est encore un acronyme, hein, donc c'est un peu le problème du secteur, hein. La RSE, les gens ne savent pas forcément dire ce que c'est. Là, il y a la CSRD, donc il y a une réglementation au niveau européen qui va imposer un reporting extra-financier et puis un reporting aussi sur la prise en compte des business models circulaires qui va, je pense, accélérer énormément pour un certain nombre d'acteurs du marché qui n'étaient pas dans l'obligation d'effectuer ces reportings. Donc on avait déjà le reporting au niveau de toutes les sociétés cotées en bourse. Maintenant, le CSRD, ça va étendre ça à d'autres entreprises, c'est ça? Oui, donc les critères et la mise en œuvre de cette directive sont en train d'être discutés, mais ça va toucher beaucoup d'ETI, de PME et toutes les filiales des grands groupes qui étaient implantés sur le sol européen, mais qui n'avaient pas forcément le même devoir de reporting, vont devoir se mettre en conformité. Et donc là, c'est un nouvel acronyme, ce qu'on appelle l'ESG. Donc ça va être la prise en compte de l'ESG dans la trajectoire business de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler en 5 minutes pour conclure? Là, on arrive à la fin de cet entretien. Une demi-heure, ça passe tellement vite. J'aurais adoré pouvoir le poursuivre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais chez AT Work et quel type de mission tu mènes avec tes clients?
C'est complexe parce que, comme je travaille beaucoup dans le secteur du luxe et de la mode, mais pas que, je suis soumise à un devoir de confidentialité sur un certain nombre de missions, donc je ne citerai pas de nom. Je vais citer des types de missions. Donc, je travaille par exemple sur la rédaction, des standards qui permettent de piloter les politiques achats et de mettre en co-construction la transformation et le pilotage des sous-traitants, pour obtenir de meilleures empreintes. Je travaille sur des sujets de traçabilité de la matière et de prise en compte des enjeux géopolitiques dans le sourcing aussi, parce qu'au-delà du sujet, qu'est-ce qui se passe par rapport à des matériaux dits critiques comme les terres rares, le cobalt, ou tout ce qui est activité minière en soi. Une activité minière, elle est pas soutenable puisqu'elle exploite une ressource finie. Donc, je travaille sur le sujet des alternatives, de l'innovation. Je travaille aussi de par mon parcours dans la communication sur le sujet des imaginaires, c'est-à-dire comment, au lieu de faire peur, on donne envie. Et comment est-ce qu'on implique tout le monde? C'est-à-dire que c'est une chose d'avoir des sachants dans les départements, on va dire, achats qui commencent à être acculturés ou des sachants dans les départements RSE. Mais comment est-ce qu'on fait pour que demain, un directeur de création, ce sujet ne soit pas une contrainte, mais une envie et quelque chose qui va motiver son imaginaire? Comment aussi, quand on a une part de voix médiatique forte, on se dit, «J'ai quand même un devoir de communiquer même si c'est risqué, parce que je peux emmener tout le monde dans la transformation des imaginaires». Donc je travaille aussi par exemple avec des groupes comme Media One, donc qui est un groupe qui crée beaucoup de contenu, que ce soit pour, le flux, que ce soit, pour, des émissions de documentaires ou que ce soit dans les films. Et c'est comment est-ce qu'on produit des contenus qui donnent envie et pas que des produits, et que des contenus qui sont anxiogènes et qui vont plutôt inhiber l'envie du passage à l'action et de la transformation à l'échelle. Donc on est tout petit, on travaille sur le sur-mesure, mais on s'accompagne toujours des meilleurs. Donc je dirais que la manière dont on fonctionne, c'est qu'on va faire des partenariats avec l'IRIS, on va faire des partenariats, on va chercher la meilleure solution pour répondre aux besoins. Et puis, on est très pratico-pratique. C'est-à-dire que le but, c'est pas de créer des zones d'interrogation, mais c'est vraiment d'accompagner aussi dans le passage à l'action, en fonction du budget de chacun et de sa taille. Céline Dassonville, fondatrice d'EtiWork, un immense merci. Pour aller plus loin, quelques suggestions d'ouvrages que tu as sélectionnés. Entreprise à impact d'Isabelle Grosmaître, comment les nouveaux leaders peuvent vraiment changer le monde. Deux vidéos, voilà, effondrement de notre civilisation au bord du gouffre d'Aurore Stéphan. Et puis Nothing Lasts Forever, un film de Jason Cohn, un documentaire sur le diamant. Sur le diamant, on aura peut-être des questions. En tout cas, moi, j'en ai une sur le diamant. C'est quand on arrivera aux questions. Voilà, un immense merci à tous et à toutes. Si vous devez nous quitter, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un entretien extraordinaire avec Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar, qui viendra nous parler d'entreprendre pour le bien commun. Il viendra nous parler bien sûr de l'histoire Blablacar, mais aussi de Captain Cause, qui est un de ces nouveaux projets qui permet de démocratiser le don aux associations. Voilà, je vous donne rendez-vous à tous. Et si, Céline, tu as encore quelques minutes, on sera ravis de te garder avec nous pour répondre aux questions de nos auditeurs. Alors peut-être Roland, une chose que j'ai oublié de dire, comme quoi on n'est toujours pas c'est que ce que fait EtiWork, c'est qu'on fait beaucoup de formations. On est certifié Calliope et en fait, il n'y a pas de transformation sans que les gens comprennent pourquoi ils doivent agir et sans qu'on explique une trajectoire où justement on construit dans chacun des métiers la possibilité de faire des choses. Donc, comme on l'a dit en introduction, je donne des cours euh, au sein du master HEC sur les sujets RSE au sens large. Et puis, j'ai développé aussi une quarantaine de formations selon les publics, selon les enjeux pour justement accompagner, former et donner envie à tout à chacun d'agir sur ces sujets. Merveilleux, merveilleux.
On va passer aux questions. Est-ce que, Jules, on a des questions de nos auditeurs? Si vous voulez poser des Oui, questions, vous pouvez les poser directement sur l'interface GoToWebinar. oui, on a une question de Laurent qui demande, nous achetons 5 fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans. Quand on parle de sobriété, n'y a-t-il pas une dissonance? Alors, il y a effectivement une très grande dissonance, c'est que la durée de vie du vêtement n'a jamais été aussi courte. On n'a jamais acheté autant en termes de volume. Là où il y a de l'espoir, c'est qu'aujourd'hui, on a des industries qui travaillent sur le recyclage du vêtement et la capacité à reproduire du fil à partir du vêtement existant. Alors, dans certains pays, on commence à se questionner et se réduire un peu dans ses achats, mais il y a toute une polémique aujourd'hui avec des marques comme Shein et H&M sur lequel peut-être qu'on pourrait consommer mieux en consommant moins, mais il y a aussi un sujet du prix. C'est-à-dire que le vêtement qui dure, il coûte un petit peu plus cher que le vêtement qui s'abîme. Donc, il faudrait aussi qu'on questionne notre capacité à acheter un petit peu plus cher quelque chose qu'on garde plus longtemps. Et puis à se dire que finalement, la mode, c'est assez indémodable et que souvent, c'est des histoires de cycles. Donc, ne pas céder aux sirènes du désir immédiat et vraiment réfléchir à se constituer une garde-robe durable. Très bien. J'ai Clara qui demande, je consomme beaucoup de fast fashion et j'aimerais des conseils pour changer. Alors, je dirais, je vais faire de la publicité là aussi pour une de mes collègues qui était basée à la caserne et qui fait partie de la Fédération de la mode circulaire. Il y a un média qui s'appelle The Good Good et ça donne beaucoup de conseils sur comment mieux consommer, mieux choisir ses vêtements. Je pense que l'étiquetage environnemental va aider et que on commence à avoir quand même pas mal de solutions. Il faut penser à réparer, hein. Réparer. C'est subventionné aujourd'hui par l'État et c'est aussi une solution. J'ai Julie qui demande, je dois souvent arrêter d'utiliser des marques que j'aime. Auriez-vous des conseils pour militer auprès d'elles? Des conseils Pour militer auprès d'elles, le changement. Alors, il y a des pétitions qui ont été faites, hein, menées par la Fédération du prêt-à-porter, portée par Roland Barthès, député européen, pour essayer en fait, parce qu'aujourd'hui il y a des marques de fast fashion, elles arrivent à vendre pas cher parce qu'elles ne payent pas le coût écologique et le coût humain de leur production. Donc si on se dit qu'on met une taxe carbone aux produits importés ou qu'on crée un espèce de malus écologique pour les marques qui sont irrespectueuses de leur empreinte environnementale, ben, je pense qu'on pourra aider aussi le consommateur dans son choix. Et ce qui est compliqué, c'est qu'à l'heure où aujourd'hui on a quand même des problématiques de pouvoir d'achat assez fortes hein, dans beaucoup de populations, c'est comment se dire qu'on peut acheter quelque chose de plus cher parce que ça va durer plus longtemps, plutôt que céder aux sirènes de la promotion. Donc là, ça va prendre du temps, mais je pense que le secteur est quand même dans une bonne direction pour se transformer et qu'on peut, en tant que consommateur, écouter des podcasts, réfléchir à ces sujets pour essayer de mieux consommer aussi. Super. J'ai Jean qui demande, j'aimerais travailler dans le luxe et l'économie circulaire. Par où commencer? Alors, aujourd'hui, des gens qualifiés sur l'économie circulaire, c'est d'après une étude de Bordeaux, les talents les plus recherchés dans les entreprises. Parce que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on agit parfois sur des leviers qui sont juste la gestion des externalités, mais si on transforme le business model, en fait, il y a plein d'univers de possibles et il n'y a pas d'autre choix que de transformer les business models en business models circulaires si on veut vraiment s'inscrire dans une soutenabilité à long terme et conjuguer une possibilité de croissance. Donc, il faut déjà être formé sur le sujet de la circularité. Donc, moi, je suis allée au Cambridge Sustainable Leadership University
On peut donner des formations aussi à IT Work sur ces thématiques. Il y a de plus en plus ces sujets qui sont intégrés dans certains masters. Donc, il faut regarder aussi ce qu'il y a comme formation sur les différents masters. Et puis, certains grands groupes ont des départements dédiés à la circularité. Donc, on est quand même aussi dans une sophistication des postes attenant à certaines dimensions RSE. Et aujourd'hui, il y a des postes innovation circulaire dans les grands groupes de luxe. Donc, il faut regarder qui est la responsable. Puis, il faut envoyer ses CV. Et ces postes, ils existent aussi au niveau des marques. Donc, c'est vraiment des compétences recherchées très fortement. Très bien, j'ai plus de questions. Un immense merci, Céline Dassonville, fondatrice d'EtiWork. On a parlé de beaucoup de choses, beaucoup d'acronymes, CSRD, ESG, REP, et tu nous as éclairé, tu nous as parlé d'intégration de l'expérience client, d'intégration verticale avec ses fournisseurs, d'engagement de ses fournisseurs, bien sûr de good, d'étiquetage environnemental. Moi, la phrase que je retiens, c'est comment, au lieu de faire peur, on peut donner envie. Comment, au lieu de faire peur, on peut donner envie. Aujourd'hui, tu nous as donné envie d'en savoir plus et d'approfondir ces sujets passionnants. Un immense merci de ta présence avec nous, Céline. Je vous donne rendez-vous à toutes et à tous pour la semaine prochaine, jeudi à 11h30, avec Frédéric Mazzella, fondateur de Blablacar, Entreprendre pour le bien commun. Merci de votre fidélité et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir.